En 2011, après 40 ans au sommet du pouvoir, la figure de Mouammar Kadhafi paraît immuable. Il a déjoué les complots, résisté aux sanctions internationales et traversé plusieurs guerres. Rien ne semble pouvoir l'atteindre. Pourtant, durant les derniers mois de sa vie, tout bascule. La Libye s'embrase dans une violence soudaine et ses villes se transforment en champs de bataille. Le temps des certitudes est révolu. Pour le guide, la fin ne se jouera ni dans les ors d'un palais, ni dans la solennité d'un tribunal. Elle s'écrira sur le terrain, dans le sang et la poussière, cernée par une foule en furie. Dans l'immensité du désert libyen, près de la ville de Sirte, un enfant naît en 1942 dans une tente bédouine. Son nom est Mouammar Kadhafi. Il grandit dans la pauvreté, mais le jeune homme voit dans l'armée une porte de sortie, une voie vers le pouvoir. Après une formation en Libye et au Royaume-Uni, il attend son heure. En 1969, à seulement 27 ans, il mène un coup d'État sans effusion de sang contre le roi Idriss. Le règne du monarque s'effondre en une nuit. Dès son arrivée au pouvoir, Kadhafi impose sa marque avec une poigne de fer. Il abolit la monarchie, ordonne la fermeture des bases militaires américaines et britanniques et nationalise l'industrie pétrolière, la plus grande richesse du pays. Il instaure son propre système politique, la Jamahiria, qu'il présente comme un modèle de démocratie directe. En réalité, tout le pouvoir reste concentré entre ses mains. Mais son ambition ne s'arrêtait pas aux frontières de la Libye. Au cours des années 70 et 80, son nom devient synonyme de radicalisme sur la scène internationale. Il soutient ouvertement des groupes armés à travers le monde, s'attirant l'hostilité de l'Occident. L'accusation la plus grave pèse sur lui. L'attentat de Lockerbie en 1988 contre le vol Pan Am 103 qui a coûté la vie à 270 personnes. La Libye se retrouve alors isolée, écrasée par les sanctions internationales. Pourtant, Kadhafi est un homme aux multiples visages. Il se pose en leader panafricain et panarabe, une voix forte contre l'influence occidentale prônant l'unité du continent. Au tournant du millénaire, le ton change. Il abandonne ses programmes d'armement, renoue le dialogue avec les nations occidentales et tente de reconstruire l'économie de son pays. Mais à l'intérieur des frontières, une colère silencieuse grandissait. Derrière la façade d'un État en reconstruction, la réalité est tout autre. Le contrôle est total. Les partis politiques sont interdits, la liberté d'expression n'existe pas et la corruption gangrène le système. Pendant que le clan Kadhafi et son élite vivent dans un luxe ostentatoire, une grande partie des Libyens peinent à survivre. Les richesses du pétrole ne profitaient qu'à une minorité. Et cette injustice ne pouvait durer éternellement. Au début de l'année 2011, un vent de révolte souffle sur l'Afrique du Nord. En Libye, après des décennies de pouvoir autoritaire, la tension est palpable. Les échos des soulèvements en Tunisie et en Égypte parviennent jusqu'à Benghazi, la deuxième ville du pays. Le 15 février, une étincelle met le feu aux poudres. Des familles se rassemblent devant un poste de police pour exiger la libération de l'avocat Fatih Terbil, arrêté quelques heures plus tôt. Son crime, avoir osé parler d'un massacre oublié. Terbil enquêtait sur le massacre de la prison d'Abu Salim en 1996, où plus de 1200 détenus avaient été exécutés par les forces de sécurité de Kadhafi. La nouvelle de son arrestation se propage. Le 17 février, baptisé le jour de la colère, des milliers de Libyens descendent dans les rues de Benghazi, mais aussi de Baïda, Tobrouk et Derna. Ils réclament la fin de la dictature, de la pauvreté et de la répression. La réponse du régime ne se fera pas attendre. Au lieu de laisser les manifestations se dérouler pacifiquement, les forces de sécurité reçoivent l'ordre de tirer. Les redoutés services de la sûreté intérieure et les comités révolutionnaires ouvrent le feu sur la foule. Les hôpitaux confirment la violence de la répression. En 4 jours, plus de 230 personnes sont tuées, la plupart touchées à la poitrine ou à la tête. L'usage de munitions réelles contre des manifestants non armés ne fait aucun doute. Et ce n'était qu'un début. Le gouvernement de Kadhafi envoie des renforts et positionne des snipers sur les toits. Pendant ce temps, les médias d'État accusent des agents étrangers et une jeunesse droguée d'être à l'origine des troubles. Le fils de Kadhafi, Saïf al-Islam, apparaît à la télévision, menaçant le pays d'une guerre civile si les manifestations ne cessaient pas. Il promet que des rivières de sang couleraient. Mais la menace ne fait qu'enflammer la résistance.
À la fin du mois de février, la répression provoque l'effet inverse. Des unités militaires clés commencent à faire défection. À Benghazi, des soldats refusent de tirer sur les civils. La 36e brigade, commandée par le général Souleymane Mahmoud, retourne ses armes contre le régime et aide les rebelles à prendre le contrôle de la ville. Le pouvoir était en train de basculer. Les bâtiments gouvernementaux sont incendiés, les postes de police pris d'assaut, les arsenaux pillés. Le 24 février, une grande partie de l'est de la Libye n'est plus sous le contrôle de Kadhafi. Des villes comme Tobrouk, Misrata et Zawiya connaissent aussi de violents affrontements, où les manifestants s'arment avec les fusils récupérés dans les bases militaires. Même dans les airs, la loyauté du régime commençait à se fissurer. Certains pilotes de l'armée de l'air reçoivent l'ordre de bombarder leur propre ville. Refusant d'obéir, ils détournent leurs avions de chasse et s'envolent vers Malte pour y demander l'asile. Pour Kadhafi, la guerre venait de commencer. Dans le ciel libyen, une ligne invisible se dessine. D'un côté, les ordres du régime. De l'autre, la conscience des hommes. Certains pilotes de l'armée de l'air de Kadhafi reçoivent l'ordre de bombarder leur propre peuple. Ils refusent. Au lieu de larguer leurs bombes, ils poussent leurs appareils vers le nord, à travers la Méditerranée, et atterrissent à Malte pour demander l'asile. Pendant ce temps, à Benghazi, l'opposition s'organise. Le 27 février, un conseil national de transition voit le jour, dirigé par l'ancien ministre de la Justice, Mustafa Abdel Jalil. Sa mission, préparer une Libye sans Kadhafi. Mais à l'ouest, Kadhafi tient toujours Tripoli. Il s'appuie sur ses unités d'élite comme la brigade Kamis, commandée par son propre fils et équipée de chars et d'artillerie lourde. Pour écraser la contestation, le régime engage même des mercenaires étrangers venus du Tchad, du Mali et du Niger. La guerre civile n'est plus une menace, c'est une réalité. Début mars 2011, la violence monte d'un cran. Les forces de Kadhafi déploient de l'artillerie lourde, les chars et l'aviation pour reprendre les villes aux mains des rebelles. Les civils sont pris au piège. Les bombes pleuvent sur les quartiers résidentiels, en particulier dans l'Est, à Benghazi et Ajdabiya. Sur les écrans du monde entier, les images de la destruction sont insoutenables. Une seule crainte grandit. Si Kadhafi atteint Benghazi, il commettra un massacre. Le 12 mars, la Ligue arabe se réunit en urgence et franchit un pas décisif. Elle demande l'instauration d'une zone d'exclusion aérienne au-dessus de la Libye. Cet appel donne une légitimité régionale à une possible intervention étrangère. Dans la même semaine, la France et le Royaume-Uni pressent les Nations Unies d'agir. Le temps presse. Le 17 mars 2011, le Conseil de sécurité des Nations Unies vote. La résolution 1973 est adoptée avec 10 voix pour et 5 abstentions, dont celle de la Russie et de la Chine. Le texte autorise le recours à toutes les mesures nécessaires pour protéger les populations. Il impose une zone d'exclusion aérienne et exige un cessez-le-feu immédiat. L'horloge diplomatique s'arrête. Le compte à rebours militaire commence. 2 jours plus tard, le 19 mars, la réponse est lancée. Une coalition menée par les États-Unis, la France et le Royaume-Uni, avec le soutien du Canada et de l'Italie, prend la tête des opérations. Les premiers missiles de croisière fendent le ciel libyen. Leur cible, les systèmes de défense anti-aérienne de Kadhafi. Il faut d'abord rendre le régime aveugle et sans défense face au ciel. Le long des côtes libyennes, la nuit du 19 mars 2011 est lourde de menaces. Dans le silence, une coalition internationale se prépare à frapper. Soudain, le ciel s'embrase. Plus de 110 missiles de croisière Tomahawk tirés depuis des navires américains et britanniques en Méditerranée fendent l'obscurité. Leur cible, les systèmes de défense anti-aérienne de Kadhafi, ses radars et ses centres de communication. Au même moment, des chasseurs français pilonnent les chars qui avancent vers Benghazi. L'opération Aube de l'Odyssée vient de commencer. L'objectif déclaré est d'empêcher Kadhafi d'attaquer les civils, particulièrement dans les zones où la rébellion résiste. Mais rapidement, la coalition cède la place à une structure plus large. Le 23 mars, l'OTAN prend le commandement de toutes les opérations sous un nouveau nom, Protecteur unifié. L'Alliance rassemble les 28 membres de l'OTAN, mais aussi des partenaires comme le Qatar, les Émirats arabes unis et la Jordanie. Le marteau aérien allait s'abattre avec une force nouvelle.
La campagne aérienne démantèle méthodiquement l'infrastructure militaire du régime. Les chasseurs MiG-23, les bombardiers Sukhoi et les bases aériennes sont frappés les uns après les autres. Les lance-roquettes à longue portée, les convois de ravitaillement et les centres de commandement sont également ciblés. En seulement 2 semaines, des dizaines de chars et de véhicules blindés sont réduits en cendres, surtout près de Misrata et de Zintan. En mer, l'OTAN impose un embargo sur les armes. Ces navires de guerre patrouillent le long des côtes libyennes, interceptant tout vaisseau suspecté de transporter du matériel militaire. Mais malgré les bombes et le blocus, Kadhafi ne cède pas. Sur la télévision d'État, sa voix résonne encore. Il accuse l'OTAN de vouloir coloniser la Libye et de s'ingérer dans ses affaires pour voler son pétrole. Il traite les rebelles de rats et de traîtres, promettant de nettoyer le pays rue par rue. Le régime tente de riposter, mais ses missiles solaires de fabrication russe se perdent dans le ciel, incapables d'arrêter les raids. L'été 2011 s'installe sur la Libye, et avec lui, un sentiment de fin de règne. Sur le terrain, l'équilibre des forces a basculé en faveur des rebelles. Les frappes de l'OTAN ciblent sans relâche les lignes de ravitaillement, les dépôts d'armes et les centres de commandement de Kadhafi. Ces troupes, épuisées, sont maintenant prises en étau. Depuis les montagnes de l'Ouest, depuis Misrata et depuis l'Est, les groupes rebelles convergent vers la capitale. L'assaut final n'est plus qu'une question de jours. Le 20 août 2011, les rebelles lancent l'opération Aube de la Sirène. Le plan est une attaque coordonnée, audacieuse. Des combattants, infiltrés secrètement dans Tripoli, doivent se soulever de l'intérieur, tandis que des convois armés forcent les portes de la ville depuis l'extérieur. La capitale est sur le point de s'embraser. Pendant 5 jours, Tripoli devient un champ de bataille. De violents affrontements éclatent dans chaque quartier. Les combats font rage à Tadjoura, Pachloum et Souk al-Jouma. Les forces loyalistes tentent de résister. Des snipers se postent sur les toits, des chars bloquent les artères principales. Mais ils sont submergés par la vitesse de l'avancée rebelle. Beaucoup de soldats de Kadhafi se rendent ou abandonnent simplement leur poste. Le cœur du pouvoir est désormais à portée de main. Le 23 août, les rebelles pénètrent dans Bab al-Azizia, le complexe fortifié de Kadhafi. Pendant plus de 40 ans, ce lieu a été le centre névralgique de son régime, une forteresse de murs en béton, de bunkers et de tunnels souterrains. À l'intérieur, les combattants découvrent des objets de luxe, des armes, des documents et les traces d'un départ précipité. Mais l'homme qu'ils cherchent n'est plus là. Au moment où Tripoli tombait, Kadhafi s'était déjà évanoui dans la nature. Les services de renseignement suggèrent qu'il a quitté la ville juste avant l'assaut final, entre le 19 et le 20 août. Il se déplacerait de cache en cache, protégé par un réseau de tribus qui lui sont restées fidèles. La chute de la capitale ne marque pas la fin de la guerre. Elle lance une nouvelle chasse à l'homme. Alors que le monde regarde Tripoli tomber, la famille Kadhafi se disperse dans l'ombre. Fin août, sa femme Safiyeh, sa fille Aïcha et ses fils Hannibal et Mohamed franchissent la frontière algérienne où ils trouvent un refuge temporaire. Un autre fils, Saadi, tente de fuir vers le Niger, mais il est rapidement intercepté par les autorités locales. Pendant que les siens se mettent à l'abri, Kadhafi, lui, fait un tout autre choix. Il refuse de quitter la Libye. Pour lui, fuir aurait été l'aveu d'une défaite totale. Il décide alors de se replier vers les dernières zones contrôlées par des tribus loyalistes autour de sa ville natale, Sirte. Cette ville côtière n'était pas un refuge choisi au hasard. Située sur la côte méditerranéenne, à mi-chemin entre Tripoli et Benghazi, Sirte était bien plus que sa ville d'origine. Durant son règne, il l'avait transformée en une vitrine de son pouvoir, avec ses bâtiments modernes, ses larges avenues et ses ministères. Il y avait accueilli des sommets de l'Union africaine, rêvant même d'en faire la capitale des États-Unis d'Afrique. C'est dans ce décor qu'il s'apprêtait à jouer son dernier acte. Début septembre 2011, Kadhafi atteint Sirte, entouré d'un cercle de fidèles qui se réduit de jour en jour. Ce sont ses gardes du corps, ses conseillers les plus proches et des combattants de sa propre tribu, les Kadadfa, très influents dans la région. 2 de ses fils, le commandant militaire Muatassim et son héritier politique Saïf al-Islam, se terrent également dans des caches aux alentours. Avec la chute de Tripoli, Sirte est devenu son ultime bastion. Il est coupé du reste du pays.
Les communications sont presque inexistantes, les provisions s'épuisent, mais il n'est prêt ni à quitter la Libye, ni à se rendre. Le piège était en train de se refermer. Sur la côte libyenne, une ville attend son destin. Un ultimatum a été lancé à Mouammar Kadhafi, quitter le pays ou se rendre. Mais le dictateur a choisi la confrontation. Dès la deuxième semaine de septembre, des milliers de combattants convergent vers Sirte, son dernier bastion. Ils appartiennent au Conseil national de transition, désormais reconnu par le monde comme le gouvernement légitime de la Libye. Des brigades venues de Misrata, Benghazi et Zintan encerclent la ville par l'est et par l'ouest. L'objectif est clair, capturer Kadhafi et mettre un point final à la guerre. Les forces du CNT s'attendent à une victoire rapide, mais Sirte se révèle être un piège. Les combattants loyalistes se sont préparés, transformant la ville en forteresse. Des snipers se sont postés sur les toits, des unités d'artillerie se sont retranchées dans les bâtiments. Les maisons, les écoles et les hôpitaux sont devenus des positions défensives. Chaque rue est une menace. À la mi-septembre, le ciel s'embrase. Un déluge de feu s'abat sur la ville. Roquettes grades, tirs de mortiers et obus de chars martèlent les infrastructures jour et nuit, tandis que les avions de l'OTAN ciblent les bunkers et les centres de commandement. Des civils tentent de fuir sous les bombardements, mais beaucoup sont pris au piège. La ville s'effondre sur elle-même. À l'intérieur de la cité assiégée, Kadhafi est un fugitif. Avec une poignée de fidèles, il se déplace constamment, d'une maison abandonnée à un abri souterrain, pour échapper aux frappes. Sa chaîne de commandement est brisée et le moral de ses troupes est au plus bas. Pourtant, il ordonne de résister jusqu'au bout. C'est son fils, Mutassim, qui organise la défense et coordonne les derniers efforts pour repousser l'avancée. Fin septembre, l'étau se resserre. Sirte est complètement encerclée. Les forces du CNT contrôlent les faubourgs et entament une lente progression, bloc par bloc. Le sifflement des balles de snipers et le fracas des combats de rue rythment leur avancée. La progression est lente et mortelle. Chaque mètre gagné se paie en vies humaines. Au-dessus de Sirte, le ciel est une menace constante. Jour et nuit, les avions de l'OTAN le sillonnent, à la recherche du moindre signe de vie. Des drones invisibles et des jets de surveillance traquent pour les signatures thermiques et les signaux radio. Pour y échapper, Kadhafi a donné un ordre simple, le silence radio. Plus aucun téléphone, aucune radio, aucun équipement électronique. Les quelques téléphones satellites sont éteints la plupart du temps. La communication repose sur des messagers, des hommes qui se faufilent à pied dans les ruines pour relier les différentes caches. Dans la ville assiégée, l'électricité et l'eau ont été coupées depuis longtemps. Le groupe survit grâce à des conserves, des rations sèches et ce que des civils loyaux parviennent encore à leur apporter. Il n'y a plus de fournitures médicales. Les combattants blessés sont soignés avec des moyens de fortune et les antibiotiques sont une denrée rare. La faim, la déshydratation et la maladie rongent le moral des troupes. Autour de lui, il ne reste qu'un dernier carré de fidèles, environ 200 combattants. La plupart sont issus de sa propre tribu et originaires de Sirte ou des villages voisins. Ces hommes assurent sa protection rapprochée, formant un petit convoi autour de lui à chaque déplacement. Parmi eux se trouve Abou Bakr Younes Jaber, son ministre de la Défense de longue date. Ils sont les derniers vestiges de son cercle rapproché. Les témoins confirment que la santé de Kadhafi décline. Il a perdu du poids, son visage est émacié, son teint pâle. Il n'est plus la figure puissante et assurée que montrait la télévision libyenne. Sa barbe a grisonné. On le dit affaibli par l'hypertension, un diabète léger et le stress permanent. Mais, malgré l'épuisement, son refus de se rendre ou de quitter la Libye reste absolu. Depuis la chute de Tripoli, il ne s'adresse plus au monde. Alors qu'il apparaissait régulièrement à la télévision d'État au début de la guerre, il fuit désormais les caméras. Il sait que la moindre fuite sur sa position déclencherait une frappe aérienne de l'OTAN. Son silence est une arme. Il veut que ses ennemis le croient déjà mort, ou peut-être loin du pays. Pourtant, il a encore un plan. Son objectif est de briser le siège de Sirte et de fuir vers le sud, en direction de Sapa, la grande ville du désert, ou même de passer la frontière vers le Niger, où d'autres membres de son régime ont déjà trouvé refuge. Mais chaque route est un piège. Les sorties de la ville sont surveillées et les convois qui tentent de s'échapper sont attaqués ou forcés de faire demi-tour. La nasse se resserre. Sans issue et sans refuge sûr, le désespoir gagne le groupe. On dort à tour de rôle, pendant que d'autres mondes la garde.
Des sacs de sable et des débris sont empilés pour masquer les entrées des bâtiments et dissimuler les véhicules aux yeux des drones. Leurs mouvements sont limités et le bourdonnement incessant des bombardements rend chaque jour plus difficile. Dans les rues dévastées de Sirte, l'étau se resserrait. Chaque jour rendait la survie plus difficile. Vers la mi-octobre, il devint évident que Mouammar Kadhafi ne pourrait plus tenir la ville. Le 19 octobre, la décision est prise. Il faut fuir. Cette nuit-là, lui et son cercle rapproché préparent leur évasion. Un plan désespéré, leur dernière chance. Une colonne de plus de 50 véhicules se rassemble dans l'ombre. Des pick-up et des Kataga 4 pour la plupart. Beaucoup sont équipés de mitrailleuses lourdes ou de canons anti-aériens. Certains transportent des armes et des munitions. D'autres sont remplis de gardes et du personnel de Kadhafi. Parmi eux, son fils Moutassim, le ministre de la Défense Abou Bakr Younes Jaber et son chef de la sécurité, Mansour Dao. Leur fuite était un pari mortel. Le plan était de quitter la ville sous le couvert de la nuit. Vers 20 h, le convoi s'ébranle. Les véhicules roulent tous feux éteints, se faufilant entre les bâtiments en ruine. Ils espéraient que l'obscurité les protégerait du ciel. Leur objectif, atteindre la périphérie, puis s'enfoncer dans le désert vers le sud-ouest, en direction du Niger ou de l'Algérie. Mais ils ignoraient un détail crucial. Depuis des semaines, le ciel de Sirte était sous surveillance constante. Des drones de l'OTAN observaient sans relâche. Les renseignements américains et français guettaient le moindre mouvement suspect, le signe d'une tentative de fuite. Cette nuit-là, un drone Predator américain volant au-dessus de Sirte repère des signatures thermiques, des points de chaleur qui se rassemblent et se mettent en mouvement. Le convoi venait d'être découvert. Aux premières lueurs du 20 octobre, alors que la colonne atteint la sortie ouest de la ville, l'OTAN passe à l'action. Vers 8 h 30 du matin, un drone Predator américain, piloté à distance, lance un missile Hellfire. L'engin frappe l'un des véhicules de tête, stoppant net la progression du convoi. Le silence est brisé par l'explosion. 5 minutes plus tard, des chasseurs Mirage français entrent en scène. Ils larguent des bombes à guidage laser sur l'arrière du convoi. Plusieurs véhicules explosent dans une gerbe de flammes. La colonne est maintenant prise au piège, l'avant et l'arrière bloqués par des carcasses fumantes. La panique s'empare des survivants, tandis que les gardes tentent une riposte désespérée. Au milieu de la fumée et des cris, la route n'est plus qu'un cimetière de métal tordu. Les gardes du corps tentent une riposte désespérée, mais leurs armes sont inutiles face au feu du ciel. Les véhicules explosent, se retournent dans un crissement de pneus et de tôles froissées. Des dizaines de loyalistes meurent sur le coup, fauchés par les éclats. Les survivants, couverts de poussière et de sang, courent se réfugier dans les bâtiments inachevés qui bordent la route. Kadhafi, son fils Moutassim et une poignée d'hommes s'engouffrent à pied dans le chaos. Ils repèrent une large buse de drainage en béton, dissimulée sous la chaussée par des broussailles. À l'intérieur, dans l'obscurité humide, le groupe retient son souffle, espérant échapper au carnage. Mais leur répit ne sera que de courte durée, car déjà, les combattants rebelles de Misrata convergent vers la zone. Ils suivent la piste du convoi depuis des jours et arrivent juste après les frappes. Armés de fusils, de grenades et de mitrailleuses légères, ils commencent à fouiller méthodiquement le terrain, inspectant les carcasses de voitures et les environs. Leurs recherches ne durent pas longtemps. Des taches de sang sur la poussière, des empreintes de pas près de la route, une piste les mène droit à l'entrée de la canalisation. Par précaution, ils y lancent une grenade, puis s'avancent dans la fumée âcre de l'explosion. Le silence qui suit est lourd de tension. C'est là qu'ils le voient. Accroupi dans la pénombre, Kadhafi porte un pantalon brun et une chemise souillée de sang sous un gilet pare-balles. Ses cheveux sont emmêlés, son visage une masse de terre et de sang séché. Il est blessé au bras, au dos et à la jambe, probablement par le souffle de l'explosion. Les combattants le tirent sans ménagement à l'extérieur, dans la lumière crue du soleil. L'homme titube, à peine capable de tenir debout. Quelques instants plus tard, son fils Moutassim, blessé mais encore valide, est capturé à son tour, ainsi qu'Abou Bakr Younes Jaber, grièvement atteint. Les derniers fidèles qui tentent de fuir sont abattus ou faits prisonniers sur le champ. Pour le convoi, la fuite est terminée. Dans le chaos qui suit le bombardement, au milieu des débris fumants, quelques silhouettes émergent. L'une d'elles est Mansour Dao, capturé vivant. Il confirmera plus tard leur tentative désespérée de fuite vers le sud. Une autre
est celle de Mouammar Kadhafi. Les rebelles le traînent jusqu'à une route voisine et le jettent à l'arrière d'un pick-up. La nouvelle de sa capture se répand comme une traînée de poudre sur les radios et les téléphones. Des combattants affluent de toutes parts. Alors que le camion tente de se frayer un chemin, la foule se déchaîne. Des coups pleuvent. Poings, bâtons, crosses de fusil. Certains lui tirent les cheveux, d'autres déchirent ses vêtements, tandis que les insultes fusent, rappelant les décennies de dictature et de souffrance. En quelques minutes, la situation échappe à tout contrôle. Des vidéos, bientôt vues dans le monde entier, montrent un homme affaissé, le visage et le corps en sang. Il tente de se redresser, mais on le repousse violemment au sol. La violence se poursuit, filmée par des dizaines de téléphones, alors que le véhicule peine à avancer dans les rues étroites, submergé par une marée de combattants armés. Son sort est désormais entre les mains de la foule. Le moment exact de sa mort reste un mystère. Les rapports médicaux indiqueront des blessures par balle à la tête et à l'abdomen. A-t-il été abattu dans la mêlée ou exécuté délibérément? Il n'y aura ni procès ni annonce officielle. Personne ne saura jamais qui a tiré le coup fatal. Une seule chose est sûre, lorsque le véhicule atteint enfin un checkpoint contrôlé par le CNT, Mouammar Kadhafi est mort. Son corps est couvert de sang et de contusions, sa chemise déchirée. Les médecins qui l'examinent confirment son décès vers 13 h, ce 20 octobre 2011. Il avait 69 ans. Sa dépouille est alors transportée à Misrata, une ville martyre de la guerre civile qui a profondément souffert sous son régime. Là, pendant 3 jours, son corps est exposé à la vue de tous, dans la chambre froide d'une boucherie du marché local. Dans un entrepôt de Misrata, sous une lumière crue, une file interminable s'étire. Des centaines de personnes attendent, le téléphone à la main, pour voir le corps de leurs propres yeux. Les écrans s'allument, capturant l'image. Pour certains, c'est un soulagement, la fin d'une longue souffrance. Pour d'autres, c'est le visage de la vengeance. Mais Kadhafi n'était pas seul. À ses côtés gisent les corps de son fils, Mutassim, et de son ministre de la Défense, Aboubakr Younes Jaber. Tous deux sont morts peu après leur capture. L'un d'une balle dans le cou, l'autre des blessures subies lors de l'attaque du convoi. 3 jours plus tard, le 23 octobre, le Conseil national de transition déclare officiellement la fin de la guerre civile. Après 8 mois de conflit et plus de 30 000 morts, la Libye a un nouveau visage. La guerre était terminée. Mais un problème demeurait. Une fois le spectacle macabre achevé, une question devient urgente. Que faire du corps de Kadhafi? Dans la nuit du 25 octobre 2011, sa dépouille est emportée loin des regards. Il est enterré dans un lieu tenu secret, quelque part dans l'immensité du désert libyen. À ce jour, personne ne sait où se trouve sa tombe. Cette fin brutale était le miroir des décennies de son propre règne, et même après sa mort, les questions persistent. Qui a donné l'ordre final? Pourquoi n'a-t-il pas eu de procès? Sa capture aurait-elle pu se terminer autrement? Pour beaucoup en Libye, ces détails importaient peu. Une page venait d'être tournée.